Du jour et on évoque cette perspective d'un printemps islamique en Libye, en Tunisie, en Égypte. Sam, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de société, vous travaillez dans la restauration, vous êtes à Paris et d'origine iranienne. Qu'est-ce que vous pensez alors de ce qui peut se passer, Sam? Alors, moi, malheureusement, ce que j'en pense, c'est que, moi, je suis né après la révolution iranienne. Donc, ce qui se passe, c'est que je veux juste rappeler un peu, j'écoute les anciens, etc. En Iran, c'était le Shah qui était là-bas. Tout le monde disait que c'était une dictature. Tout le monde se plaignait, etc. Et en réalité, c'était une dictature laïque, un peu, à peu près comme c'était dans ces pays où il y a eu la révolution. Et après, il y a eu la révolution, les musulmans ont pris le pouvoir. Maintenant, les gens s'en mordent les doigts parce que malheureusement, et j'ai malheureusement peur que c'est ce qui va se passer dans ces pays-là, qu'on pense que c'était une dictature violente, mais malgré tout, malgré quelques escroqueries par-ci par-là, comme dans tous les pays du monde, eh bien, si, je peur que les musulmans, parce que les musulmans ne demandent pas la vie, les musulmans viennent, prennent le pouvoir et ensuite c'est fini. En Iran, ce sont des escrocs. Moi, je le vis, je vais en Iran tous les étés. Ne soyez pas fataliste, Sam, parce que je comprends bien que la peur le changement, ça fait peur. Hein. Il y en a dans les pays de l'Est, il y en a encore qui regrettent le communisme. Donc on comprend bien parce qu'effectivement, c'est plus simple d'avoir une bonne dictature et on se pose pas de questions et rien ne change. Moi, ce que je dis, c'est que si éventuellement, vraiment, il se passe qu'il y ait une démocratie, c'est-à-dire vraiment des élections et vraiment des partis politiques. Alors là, c'est gagnant, c'est du 100% gagnant. Mais malheureusement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais malheureusement, si, je dis bien si, les musulmans prennent la main, j'ai rien contre les musulmans. Moi, je viens d'un pays musulman. Si les musulmans prennent la main, comme en Iran, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des escrocs qui sont là-bas à la tête. Ce sont des gens qui, quand on vend une voiture, il y a 5 Mais il n'y a pas qu'un scénario possible. Pourquoi il n'y aurait que le scénario iranien? Parce que vous savez aussi bien que moi, malheureusement, que la situation économique n'est pas aussi bonne là-bas, et qu'aujourd'hui, que certains dirigeants musulmans, certains, pas tous, certains dirigeants musulmans, vont partout où il y a un peu la misère pour essayer de prendre les voies, etc. Malheureusement, en Tunisie, il n'y a pas de travail. En Libye, il n'y a pas de travail. Eux, ils vont dire, comme Khomeini l'a dit en Iran, je vais remplacer l'eau du robinet par du lait. Les gens vont y croire, et ensuite, à partir de là, ils vont prendre tout le monde en otage. C'est comme en Syrie, hein, les Syriens, le régime de Syrie, c'est les Iraniens qui sont en train de les aider. Comme pour les révolutions en Iran, il y a un an, en 2009, c'est les Syriens. Donc pour vous, Sam, Égypte et Libye, enfin, selon vous, c'est un scénario à l'iranienne qui se prépare. Vous avez entendu Sam, Tariq Ramadan? Oui, moi, je pense que autant il faut aujourd'hui être critique par rapport au régime iranien et mettre en évidence le fait que les rouages du processus démocratique qui avait commencé, qui s'est stoppé, il faut le critiquer. Il faut mettre en évidence le fait que lors des dernières élections, il y a eu de la répression et que finalement, d'ailleurs, les soulèvements populaires, même s'ils étaient le fait d'une élite, ont commencé en Iran en fait après après les élections. Et donc, même s'il n'y a pas eu de popularité et que ça n'est pas allé jusqu'au caractère massif qu'on a vu en Tunisie, c'est quand même là-bas que ça a commencé. Maintenant, il faut quand même pas, alors là je suis complètement d'accord, avoir une vision de l'histoire qui serait que les seuls soulèvements possibles se tournent vers quelque chose qui soit le modèle iranien. Je pense qu'il y a une expérience historique. Maintenant, les populations tunisiennes, les populations égyptiennes, elles sont majoritairement musulmanes, mais ce qu'elles demandent, c'est de la dignité, c'est de la liberté, et qu'il faut qu'elles puissent passer par ce processus-là. Et elles ne sont pas du tout attirées par le modèle iranien. Donc il faudrait, de ce point de vue-là, savoir regarder les choses dans la durée. Sam, il pointe le risque d'une confiscation finalement du pouvoir. Oui, mais écoutez, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un risque d'une confiscation. Une poignée de religieux qui profiterait de la misère du moment. Mais c'est pas pour ça qu'il faut regretter 30 ans de dictature sans merci. Je pense que entre les deux, il y a autre chose et c'est à cela qu'il faut les aider. Allez-y, Sam. Si je puis me permettre, ma mère, vous voyez, moi personnellement, je ne suis pas musulman, mais je n'ai rien contre parce que je suis laïque. Maintenant, comment ça s'appelle? Ma mère est musulmane. Il y a beaucoup de musulmans en Iran. Mais ces musulmans-là, aussi, comme ceux qui sont en Tunisie, sont des bons musulmans. Malheureusement, le seul problème, c'est que comme dans pas mal de religions, sans vouloir être violent, les dirigeants ne sont pas les meilleures personnes qui doivent être en haut. Les musulmans, il y en a des tonnes en Iran que c'est des bons musulmans qui font le ramadan avec, qui mangent pas de porc, qui boivent pas d'alcool, avec de l'amour pour la religion. Malheureusement, c'est ceux d'en haut qui sont pas bons et qui en profitent. Et ceux d'en haut, je vous assure, en Iran, ceux qui font rentrer l'alcool, c'est les en haut, ceux qui sont en haut. Ceux qui font rentrer l'opium, c'est ceux qui sont en haut. Ils prônent un discours qui n'est pas vrai et j'ai peur que ce soit ceux-là qui arrivent au pouvoir et qui va, encore une fois,
claironner l'image de tous les musulmans du monde pour une poignée qui sont en haut. Une poignée de corrompus, nous dit Sam. J'ai un autre message, celui de Martial, qui sur Internet me dit, souvenons-nous d'une chose, c'est quand même ces régimes qui sont tombés, que ce soit en Libye, en Égypte ou en Tunisie, critiquables certes, mais étaient quand même reliés aux Occidentaux. La population ne voudra pas de nouveaux régimes qui soient de nouveau inféodés aux Occidentaux. Donc malheureusement pour eux, ce sera peut-être de se tourner vers des régimes religieux, m'écrit Martial sur internet rmc.fr, qui garantira une véritable indépendance de ces pays. C'est ce qu'il estime. Johnny, Jacques. Écoute, moi je trouve quand même assez pitoyable que nos politiques occidentaux aient toujours cette naïveté de croire qu'on puisse instaurer la démocratie dans quelque pays que ce soit. On est tous d'accord là-dessus, c'est les peuples qui peuvent gagner la démocratie. On l'installe pas. Ça n'existe nulle part, ça n'a jamais existé. Après, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on voit les religions reprendre le pouvoir dans ces pays-là, pour quelle raison? Parce que pour un peuple, je veux dire, quel projet, à part, je veux dire, installer une stabilité à coup de pétrodollar, et c'est tout ce qu'on sait faire dans ces pays-là. Le business, il est en train de continuer en Libye de toutes les manières. Quelle perspective d'avenir pour les peuples? Eh ben forcément qu'il y a toujours les religions. Je veux dire, tu peux reprendre l'histoire du monde. Les religions, pour moi, qui suis complètement athée, ont été mises en place uniquement pour exploiter les peuples depuis la nuit des temps. Je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. C'est clair et net. Donc quelque part, moi c'est mon point de vue. C'est sûrement pas théologien. On est bien d'accord. Mais moi, depuis la nuit des temps, je vois que rien n'a fait autant de morts dans le monde que la religion. Enfin, il fait pas son âge depuis la nuit des temps. L'argent fait beaucoup plus de morts que les religions. Bien sûr. Oui, moi, mais évidemment. Et le communisme a fait des morts et pour des intérêts géostratégiques. Mais c'était sans religion. 150 millions de morts. Il faudrait aller jusqu'au bout d'un certain nombre de réalités historiques. Quand on fait un blocus, je veux dire, c'était même pas avec George Bush, c'était sous Clinton qu'on a fait un blocus à l'Irak, et ça a fait 500 000 morts pour des questions strictement géostratégiques et économiques. Donc l'argent fait les morts, et le calcul là ne souffrirait pas la comparaison. Mais c'est pas la question. Ce qui me gêne un tout petit peu dans le discours que j'entends en Occident, c'est que on a soit on doit faire le choix de la dictature, soit on dit mais il faut avoir la crainte de la religion. À partir d'un certain moment, il faut faire confiance aux peuples. Les peuples arabes, ils ont envie de transparence et de dignité. Il faut cesser systématiquement. Est-ce que l'islam peut se conjuguer avec la démocratie? Non mais attendez, mais est-ce que vous regardez? Mais attendez, c'est ça la question en fait qu'on se pose en Occident. Est-ce que le Sénégal n'est pas un pays majoritairement musulman? Est-ce que l'Indonésie n'est pas un pays majoritairement musulman? Est-ce que la Turquie n'est pas un pays majoritairement musulman? Si vous ne regardez que l'Égypte, mais c'est possible. Mais encore faudrait-il. Attendez, non, c'est pas vrai. L'attitude des Occidentaux, c'est aussi du point de vue des États, des intérêts géostratégiques. Aucun pays occidental n'a un problème avec l'islamisme saoudien tant qu'on peut avoir la manne pétrolière. Le reste, on s'intéresse pas aux droits des femmes. Ça n'intéresse personne. La seule chose, c'est est-ce qu'on va avoir accès au pétrole ou pas. Donc regardons les choses en face. Ne venons pas nous dire nous sommes pour la démocratie quand nos intérêts géostratégiques ce qui me gêne un peu dans la religion musulmane, c'est quelque part que on est d'accord qu'on respecte les lois sur le territoire où l'on vit dès l'instant où ça ne vient pas gêner les lois de la religion. Mais moi, je suis désolé, la loi, c'est avant tout la loi qui est en place. C'est pas la loi de la religion. Je vois pas en quoi les religions devraient prendre le pas sur quelque chose. Mais non, personne ne prend le pas sur rien du tout. D'abord, ça c'est une autre discussion. Oui. Aujourd'hui la question dans les pays majoritairement musulmans, est-ce que on est prêt en Occident à admettre que des mouvements populaires aillent vers la démocratie, c'est-à-dire vers des élections libres, et que ceci puisse avoir comme conséquence qu'il n'y ait pas autant de laisser aller pour les intérêts occidentaux en Tunisie ou en Égypte ou dans le Moyen-Orient. Au bout du compte, c'est cela. On pense qu'on appelle élection libre. Jacques. Ouais, on est d'accord. Je crois qu'en effet, l'exemple d'élection libre, il y a un bon exemple, c'est l'exemple de la Turquie. De ce côté-là, c'est indéniable. À la limite, le parti AKP, ça me fait penser, d'ailleurs, ce qu'on a connu en Europe, les partis démocrates chrétiens. Donc là-dessus, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et en plus, la démocratie en Turquie, elle fonctionne. Sur le plan économique, en plus, l'opposition est très divisée. Il y avait plein de corruption. Ça s'est beaucoup amélioré en Turquie. Je dis que c'était une réussite. Sur le Sénégal, je suis d'accord que c'est un régime démocratique. Je serais assez nuancé sur la manière dont ça fonctionne avec le président Ouad. Je suis complètement d'accord avec vous. Lucas, je parlais du système, pas de la personne. Absolument. Ouais. Sur Internet, Lucas insiste sur la stabilité économique pour éviter des vagues d'immigration. Il dit aujourd'hui, vous pouvez raconter ce que vous voulez, les grandes gueules. Tout ce que je souhaite à ces pays, c'est qu'il y ait une prospérité économique, qu'il y ait des investissements et qu'ils créent de la richesse pour que leur population reste
chez eux qu'ils aient un avenir économique. Mais dans le squat de Pantin qui malheureusement a pris feu et ça s'est terminé par un drame avec 6 morts, il y avait des Libyens. C'est vrai que l'instabilité et des Tunisiens dans ces pays pousse certains à venir chez nous. La Turquie a connu la démocratie, la Tunisie aussi, la Libye n'a jamais connu la démocratie. Alors j'ai de grands doutes, m'écrit Anne sur internet rmc.fr. La Tunisie, ça commence, elle n'a jamais connu vraiment la démocratie, la Tunisie. Et puis, d'après le président Bourguiba est un grand homme, le combattant suprême, mais en matière de démocratie, pas vraiment démocrate. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'après une dernière, en matière de démocratie, bon, c'est pas la même période. D'après le modèle turc vanté par Monsieur Maillot, me dit-on sur internet rmc.fr, le modèle turc avec un record de journalistes emprisonnés. Pas vraiment la liberté d'expression, me dit-on sur rmc.fr. Et quand on vous dit sur place que c'est un pays où l'armée, donc les armes, garantissent la laïcité, excusez-moi, mais alors votre modèle turc, Monsieur Maillot, petit point de suspension. Oui, tout de suite. Alors, mais c'est pas parfait. Ce qu'il dit par rapport aux journalistes, ce que dit l'auditeur est exact. Concernant les militaires, d'ailleurs, c'est un problème, c'est qu'en effet, dans le système turc, les militaires étaient en effet des garants et que les militaires ont été renvoyés dans les casernes. J'ai pas dit que c'était parfait, et j'ai pas dit que c'était un modèle. C'est vraiment une démocratie qui peut s'améliorer. Et ce que dit l'auditeur sur les journalistes, il a raison, c'est exact. Enfin, les démocraties parfaites, ça n'existe pas non plus. La démocratie, ça ne se bâtit pas en 10 ans ou en 20 ans. Je pense qu'il faut le dire. Il faut dire ce que vient de dire l'auditeur ici, parce que autant on est en train de faire, soit c'est le choix de l'Iran, soit c'est le choix de la Turquie. Le choix de la Turquie est intéressant, mais il est loin d'être idéal. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, du point de vue de l'armée, du point de vue de la liberté d'expression, du point de vue même encore de la corruption, vis-à-vis desquelles il faut être critique et il faut répéter ceci, parce que on aurait tort de penser que tout va bien aujourd'hui en Turquie. Donc l'auditeur a raison, nous sommes d'accord avec lui. Alors un petit mot de Sylvia justement qui dit: je rentre de 2 mois passés en Turquie où j'étais là-bas pour le business, mais le business c'est Istanbul, c'est Ankara. Le reste de la Turquie est encore très très loin de ce développement que vous vantez, mes chères grandes gueules. Je peux vous dire qu'on a aujourd'hui 2 Turquies, dont une qui est véritablement agricole et même arriérée, petit point de suspension. M'écrit Sylvia sur internet rmc.fr. C'est quand même vrai. C'est vrai que c'est essentiellement... Cette analyse, elle est vraie dans tous les pays. Elle est vraie. Tu prends en France, tu vas dans la région parisienne et la Creuse. Non, mais la au clair et puis... Si on avait 8% de croissance, on serait content. Allez, midi moins 5, le match est...